La conception erronée qui a fait une projection sur l'ennemi d'une conception matérialiste, économique, si on leur donne des bonnes conditions économiques, ils seront plus nos ennemis, elle s'est écroulée complètement, mais elle a été la cause du 7 octobre. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique, Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec comme thème évidemment lié de très près à la guerre de Gaza qui dure maintenant depuis tout juste 3 mois. Quelles avancées, quels acquis pour Tsahal, mais aussi quels manques à l'heure où justement l'armée israélienne entame la 3e phase de son action, avec en plus un front nord qui lui aussi pose beaucoup de questions. Avec nous dans le studio pour en parler, le docteur Ephraim Herrera. Bonjour Ephraim, vous êtes spécialiste de l'islam, auteur de l'ouvrage du djihad, de la théorie aux actes paru en avril 2015 et aussi vous êtes intervenant régulier sur plusieurs chaînes de télévision et de sites internet israéliens et vous venez de publier le week-end dernier dans l'hebdomadaire Makor Rishon en hébreu un très intéressant article de fond analysant justement la nature, les objectifs et les méthodes du Hamas en tant que mouvement islamiste. Alors, ma première question, pour entamer notre entretien, c'est de vous demander, de vous rappeler, lorsqu'on s'était justement, on avait dialogué dans ce studio il y a 2 mois de cela, fin octobre, vous insistiez de manière très nette sur la nécessité pour Israël de savoir bien définir son ennemi pour pouvoir le vaincre. Et alors, ma question, c'est de vous demander, pensez-vous que le leadership politique et sécuritaire, c'est-à-dire militaire israélien, a pu opérer ce switch depuis maintenant 3 mois et se diriger dans la bonne direction en déclenchant l'actuelle guerre de Gaza, 3 semaines de pilonnage aérien, 2 mois de combats intensifs au sol, dans le nord, dans le centre, et maintenant dans cette 3e phase qui commence dans le sud de Gaza. Est-ce que ça va dans la bonne direction selon vous ? C'est-à-dire que le côté positif, c'est qu'on est entré en guerre tout de suite et de manière intelligente et sage au niveau de l'offensive, qui est une offensive très lourde, avec beaucoup d'unités, beaucoup de divisions, des divisions blindées, des divisions d'infanterie. Est-ce que ça témoigne d'une compréhension profonde de l'ennemi ? Je ne crois pas. Je crois qu'on est toujours dans des conceptions qui sont les conceptions classiques, qui ont pris un coup dans l'aile, mais qui ne sont pas remises en cause de manière de fond. On le voit d'abord en regardant avec recul que le fait qu'il n'y a pas eu de blocus qui a été fait sur la bande de Gaza. On n'a pas bloqué le tir Philadelphie et la région de Rafia, qui aurait empêché tout accès d'armement, d'aide, quelle qu'elle soit, du côté de l'Égypte, et qui aurait empêché les dirigeants du Hamas, avec les otages, de passer du nord vers le sud. En attaquant du nord vers le sud, ils seront refoulés vers le sud, mais ils sont au sud. Et on aurait pu faire un blocus qui aurait coûté probablement beaucoup moins de morts, avec un blocus très clair en disant non, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas d'électricité, rendez-nous nos otages. Et si vous trouvez qu'on n'est pas moraux, rendez-nous nos otages. D'autant plus que maintenant, on voit après coup, tous les soldats qui reviennent du front, les officiers avec lesquels j'ai pu parler, disent que c'est dans chaque maison qu'on voit des fusils, des pas roquettes. Seulement dans les écoles, les hôpitaux, les lieux publics, mais dans partout. Les maisons privées. On a face à nous un peuple qui est ennemi. C'est une population ennemie, et c'est logique. Réfléchissez. 2007, le Hamas prend le pouvoir. Quelqu'un qui avait 5 ans dans la bande de Gaza, quel âge il a aujourd'hui ? 17 ans de plus, il a 22 ans, donc c'est un combattant. C'est un combattant. Il a été formé depuis le plus jeune âge, quand il était au jardin d'enfants, à tirer, à tuer des juifs, avec la haine des juifs, avec l'obligation du djihad et de mourir dans le djihad. C'est le but le plus cher, comme est le logo des frères musulmans. Donc on voit que dans l'application de la guerre, on a un premier problème qui est clair, mais quand même il y a certains verrous qui ont été ouverts et bien. Par exemple, on attaque les mosquées, on attaque les hôpitaux, on attaque les écoles. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ce qu'il y avait dans les mosquées. Ils sont transformés en bases militaires. Mais bien évidemment, ils n'ont pas été transformés, c'est ça dès le départ. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la conception erronée qui a fait une projection sur l'ennemi d'une conception matérialiste, économique, si on leur donne des bonnes conditions économiques, ils ne seront plus nos ennemis,
elle s'est écroulée complètement, mais elle a été la cause du 7 octobre. Ça, avec en plus le fait de ne pas vouloir écouter l'éventualité que ce n'est pas le mainstream qui avait raison. Parce que dès qu'il y a eu les premières informations le 7 octobre, on aurait pu déplacer des troupes à grande vitesse, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu des réunions dans la nuit en disant ça risque d'arriver, et puis finalement la décision a été prise que non, finalement c'est pas grave. Donc ça c'est un grand échec, et je pense que s'il y avait une compréhension complète de ça, alors on aurait dit ceux qui en sont les responsables ne peuvent pas faire cette guerre. Hein, imaginez, vous prenez un entrepreneur et puis la moitié de la maison croule, vous ne continuez pas avec lui les travaux. Il y a un vrai problème qui est toujours là et avec lequel on vit aujourd'hui et qui donc... un problème, on pourrait le qualifier en sociopsychologie de dissonance cognitive, c'est-à-dire que la réalité a donné tort à ses concepteurs, à ses conceptions, aussi bien de politique que militaire, mais ils persistent et ils signent, y compris en gérant cette guerre à leur manière. Un petit peu, oui. Et puis de plus, il n'y a pas d'alternative claire chez ces personnes qui ont été formées à une conception donnée. On ne change pas de conception comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Et j'en donne un autre exemple. Quand le chef d'état-major nomme pour vérifier ce qui se passe des personnes qui ont soutenu le retrait unilatéral de Gaza et qui ont soutenu et qui ont appelé à ne pas servir dans l'armée juste avant la guerre, il y a quelque chose qui tombe pas rond, là, il y a problématique. Et le fait que ça puisse même être émis et sans qu'il y ait une levée de bouclier. Une levée de bouclier, c'est effectivement impressionnant. Et ça montre que les changements de conception sont loin d'être réalisés complètement. Alors, est-ce à dire que en ce moment précis, on approche, donc enfin, on est rentré ces jours-ci dans ce que, sans qu'on sache d'ailleurs très bien ce que ça veut dire, dans la troisième phase de cette guerre. Est-ce que, en ce qui concerne en tout cas un bilan provisoire, est-ce que pendant ces 3 mois, vous pensez quand même qu'il y a eu des avancées, des acquis, notamment par rapport aux 2 buts que s'était fixé le pouvoir politique et militaire, c'est-à-dire détruire les infrastructures politiques et militaires du Hamas, mais aussi essayer de ramener tout ou partie des kidnappés et des otages. Est-ce qu'on a, même en partant sur un pied bancal, est-ce qu'on a quand même marqué des points ? C'est sûr qu'on a marqué des points. On a réussi à éliminer des dirigeants du Hamas, des unités entières. Est-ce qu'on a on est arrivé aux buts qui ont été définis? Certainement pas, on le voit bien. Hein, les grands dirigeants n'ont pas été éliminés et le Hamas est encore bien vivant et il y a encore beaucoup d'unités qui ne sont pas démantelées. Et donc c'est pas clair. Et en plus, on sait que dans une situation où il y aura moins de troupes sur place, parce que c'est ce qui a l'air de se dessiner, moins de troupes sur place, à ce moment-là va se soulever une guérilla. Et vu qu'il y a des milliers de puits comme ça qui amènent à des centaines de kilomètres, si ce n'est pas plus, de tunnels, on risque d'avoir une guerre de guérilla qui risque de nous coûter cher. Mais on est quand même dans un cas de figure qui tranche avec les opérations précédentes, des opérations qui, dans la plus longue d'entre elles, je crois, avaient duré 3 ou 4 semaines. L'opération de 2008, 2014, 2021, etc., c'était soit 1 semaine, soit 10 jours, 3 semaines. Les opérations ponctuelles de riposte à des tirs de roquettes jugés trop nombreux. Et on est quand même dans un autre cas de figure. C'est quand même une guerre beaucoup plus totale qui est menée contre... Beaucoup plus totale, mais quand on fait l'estimation, enfin, de ce qu'on voit sur les sites Internet relativement fiables, on parle de quoi? De 30 000 à 50 000 soldats maximum chez le Hamas. On a une armée qui est bien plus importante. On est 3 mois après. Mm-hmm. On est 3 mois après, donc il y a quand même Alors, est-ce que d'après vous, c'est dû à vous venez de le dire, les causes, ce seraient des conceptions erronées, on peut, ce sont les mêmes finalement personnes qui sont dans des postes de l'establishment militaire et politique qui ont hérité de ces conceptions et qui mènent cette guerre, peut-être avec des volontés de rupture pour certains, mais on n'a pas l'impression. Alors, est-ce que quand même cette troisième phase, vous la voyez comme étant quelque chose comme
que risque de se terminer en queue de poisson sans atteindre les objectifs que c'est fixé? Non, je crois que le gouvernement vraiment est déterminé à atteindre ses objectifs, mais il veut le faire doucement, en prenant le temps qu'il faut pour le faire. On n'est jamais sûr de ce qui se passe le lendemain, quelles vont être les pressions internationales. Non, mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est pas dû aussi aux pressions américaines? Il ne faut pas oublier qu'on a un autre front, au minimum un autre front, qui est le front du Nord. Donc si on a plus de 100 000 personnes, dans les rapports qui ont été donnés à la Knesset, on a plus de 100 000 personnes déplacées sur l'ensemble du pays et plus de 50 000 dans le Nord. Donc on est dans une situation qui est inviable face au Hezbollah. Inviable. Donc on va être obligé d'une manière ou d'une autre de s'en occuper. Et il est bien clair que les voies diplomatiques sont plus que douteuses. Puisque d'après les voies diplomatiques, il ne devrait pas être au sud Liban. Mais il devrait être... là, on demande qu'il soit maintenant, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve Litanie, à 50 km de la frontière. Au nord du Litanie, absolument. Ouais. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ils ont refusé d'appliquer la résolution 1701, d'après la Seconde Guerre du Liban, en août 2006. Et donc, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on voit, ils ne sont pas prêts d'accepter maintenant ce qu'ils ont refusé en 2006? Non, ils ne sont pas prêts à l'accepter. D'un autre côté, il y a une hésitation des deux côtés. Personne ne veut de guerre, mais pour l'instant, c'est une situation inviable. C'est pas normal. C'est-à-dire que toute l'idée de Ben Gurion, qui est que la guerre se fait hors des frontières, a croulé, tant au sud qu'au nord. C'est pas uniquement le 7 octobre. Au sud, c'est la situation actuelle au nord. Vous avez des villages dont la majeure partie des maisons ont été détruites. À Mamara, par exemple. Donc vous avez... c'est quand même un échec colossal aujourd'hui du point de vue de la sécurité d'Israël. Alors, face à ce tableau assez, je dirais, pessimiste, qu'est-ce qu'il faudrait qu'Israël fasse aujourd'hui, compte tenu des acquis malgré tout au sud et compte tenu de l'agressivité du Hezbollah au nord? Est-ce qu'Israël a les moyens, si la température monte encore, et elle ne cesse de monter ces dernières semaines au nord du pays, est-ce que Israël, qui voulait éviter d'avoir à gérer deux fronts en même temps, pourrait gérer ces deux fronts et répondre aussi, enfin engager une guerre totale contre le Hezbollah? Bon, je ne sais pas ce qui peut se passer demain, mais le fait est qu'il va falloir s'occuper de résoudre le problème qui existe au nord, c'est une certitude. Mais si on parle de solutions, la première chose qui est importante, c'est de voir quelles ne sont pas les solutions. Parce qu'en général, on essaie de nous présenter une vision dichotomique, en nous accusant, alors qu'on ne l'a pas formulé. Ce que vous voulez, c'est que nous dirigions, par exemple, la bande de Gaza. C'est une solution insupportable, donc on va donner une solution encore pire. Ça ne va pas, c'est pas possible. Par exemple, une idée de dire on va laisser le Hamas. Ça, c'est la pire. Mais on dit on va mettre l'OLP, on va mettre l'autorité palestinienne. On a Fayad. Il est fantastique, cet homme. Oui, mais on oublie, personne ne le cite, ce qu'il a dit la semaine dernière. Ou si jamais on lui propose cette alternative que lui dirige la bande de Gaza, alors il dit j'aurai le Hamas dans mon gouvernement, parce qu'on ne peut pas sans tenir compte du Hamas. Lui, le plus modéré des dirigeants de l'OLP, le plus modéré, qui a été obligé de quitter son poste de ministre de l'économie sous la pression parce qu'il voulait enlever la corruption qui est inhérente aujourd'hui à l'autorité palestinienne. Donc c'est très très risqué, parce que ce sont des gens qui ont une conception à la base qui est djihadiste. Mais avec une autre méthode, mais le but est le même. C'est-à-dire que quand on voit que, par exemple, Mahmoud Abbas, ce qu'il fait, il finance les familles des terroristes, il donne leur nom aux écoles, il enseigne la haine des juifs dans ses écoles, il vante le djihad. Donc, de quoi on parle ? Ce sont eux qui vont gérer maintenant la bande de Gaza. Ils veulent la loi du retour, c'est-à-dire supprimer l'État d'Israël. En tout cas, Netanyahou, il semble assez opposé à remettre les clés de Gaza à l'autorité palestinienne. Oui, mais on va dire l'autorité palestinienne, non, mais Fayad, oui. Alors donc, ce sont des modèles qui sont faux. Est-ce qu'il y a une solution à court terme ? Je ne crois pas. D'accord ? Mais par contre, on revient à ce qu'on a dit au début. Il faut tenir compte de la logique de notre ennemi. De la même manière que la logique de notre ennemi l'a amené à faire une guerre qui était illogique du point de vue de la conception actuelle, parce que quel intérêt il a au niveau économique, etc. Or, de facto, c'est arrivé. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Et il y a deux points qui sont importants. C'est la faiblesse des croyants, c'est-à-dire s'ils sont suffisamment faibles, alors ils posent leurs armes. Et l'intérêt de la nation. Donc, on en avait parlé à la fois. Je répète que c'est une solution qui peut être appliquée demain avec un consensus national. C'est-à-dire que
pour des raisons de sécurité. Et pour les raisons qui font que l'ennemi s'arrête de se battre, il faut prendre une bande de terrain dans le nord et sur toute la longueur de la bande de Gaza à l'est, c'est-à-dire à sa frontière avec Israël, et qu'on annexe à l'État d'Israël. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas une zone de sécurité. Oui. C'est une zone qui devient israélienne. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'échec c'est-à-dire que le but qu'ils ont visé, ils obtiennent l'inverse. Ils obtiennent l'inverse, puisqu'ils perdent. Qu'est-ce qu'ils ont fait le 7 octobre ? Ils ont fait un acte défensif. Personne n'arrive à le comprendre. Ces attaques horribles sont un acte défensif du fait qu'on tient une terre d'islam. Nous, juifs, qui devrions être soumis. Donc, si ces mêmes personnes qu'on a essayé de chasser de cette terre d'islam, tout d'un coup se retrouvent avec une terre d'islam plus grande en leur possession, alors ça fait que c'est inefficace. Donc, on entendra tout le monde dire c'est contraire à l'islam ce qu'a fait le Hamas. Ça veut dire quoi, c'est contraire à l'islam ? Parce que ça ne réalise pas le but visé. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les accords d'Oslo, interdire l'enseignement de la haine. Et celui qui veut enseigner la haine, on le punit avec toutes les forces de la loi. Dans Gaza, vous voulez dire? Dans Gaza, bien évidemment. Non seulement dans Gaza, mais aussi dans les territoires de Judée-Samarie, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce qui n'est pas appliqué. Il n'y a aucune plainte. Israël ne fait rien sur ce sujet. Au contraire, on les laisse faire cet enseignement dans certaines écoles arabes d'Israël. C'est un scandale. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à appliquer, et puis laisser partir ceux qui veulent partir. Il y en a beaucoup. C'est des dizaines de pourcents des jeunes qui veulent partir de la bande de Gaza. Il y a des pays qui sont prêts à les recevoir. Par exemple, l'Écosse a proposé de recevoir des migrants de la bande de Gaza qui partent. Et vous pensez que... Et attendez, un dernier point, c'est écarter le Qatar. Le Qatar, c'est le pyromane de la région. C'est eux qui financent. C'est par eux que c'est arrivé. Et le gouvernement actuel, depuis des années, laisse cet argent arriver qui a financé ce qui a permis le 7 octobre. Et ensuite, ils proposent leur service d'intermédiaire pour libérer les gens qui ont été kidnappés, les personnes kidnappées dans la région du Haut-Ef-Aza. Ça ne va pas. Il faut savoir nommer l'ennemi comme l'ennemi, sinon on ne résoudra pas les problèmes. Alors, dans cet imbroglio régional, on parle du Hezbollah au nord, du Hamas au sud, mais en fait, il y a aussi les Houthis au Yémen. Est-ce que la tête de la pieuvre, qui est en fait le véritable maître à penser de toute cette situation, c'est l'Iran? Et est-ce que donc Israël ne devrait pas, puisque quand on parle du Hezbollah, le Hezbollah c'est le bras avancé de l'Iran au Liban, sans parler des Houthis au sud. Alors est-ce qu'il n'y a pas dans cette situation une détermination à avoir contre l'Iran de manière très claire de la part d'Israël? Absolument, c'est-à-dire que c'est pas que nous, parce que là on a un point de convergence avec les intérêts américains. On voit que, européens même, peut-être. L'Iran, il faut comprendre, sa visée, c'est la domination politique et juridique du monde par l'islam chiite, et ils agissent par proxy pour éviter d'être attaqués directement. Or, mais c'est eux le moteur. C'est eux le moteur au Liban, c'est eux le moteur en Irak. Et ils tirent sur les bases américaines, c'est eux le moteur au Yémen, c'est eux le moteur aussi en grande partie à Gaza. Donc finalement, on pourrait avoir une convergence d'intérêts, une convergence d'attaques. Sur l'Iran, effectivement, on coupe la tête de la pieuvre avec ça, et je crois que c'est une nécessité, d'autant plus que l'Iran approche de plus en plus de la possibilité d'avoir une arme atomique. À ce moment-là, on aura un Iran qui aurait une allure de Corée du Nord, mais qui est juste à côté de chez nous. Et on aurait un Hamas et un Hezbollah et des Houthis et des milices irakiennes sous la protection du parapluie nucléaire iranien. De la dissuasion iranienne. Donc c'est un vrai cauchemar. Donc franchement, c'est le point à discuter avec les Américains. Alors il vaut mieux le faire maintenant qu'une fois qu'ils ont une arme atomique. Et ça servirait les intérêts, ça montrerait à tout le monde que... On comprend et on lit la situation de manière effective et efficace. Mais alors pour ça, il faut beaucoup de courage, d'otzma et d'imagination, parce que ça constitue une nouvelle inconnue très problématique. Si on le fait avec les Américains, c'est bien. Alors c'est un des enjeux peut-être de la visite. Mais il faut les convaincre, il faut leur expliquer et bien montrer la racine du conflit que l'on est en train de vivre
et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas voulu reconnaître. Le fait que la guerre de Gaza risque de se prolonger assez longtemps, puisque le but de détruire le Hamas n'est pas évidemment loin d'être atteint. On disait qu'il y avait à peu près 30 ou 35, voire 40 000 terroristes. On aurait éliminé peut-être le quart, mais il resterait donc l'essentiel des forces du Hamas. Ça veut dire que on va pouvoir... je repose ma question, mais est-ce que si on ne termine pas rapidement, comme ça a l'air d'être le cas avec le Hamas, on va pouvoir aussi agir au nord, ou est-ce qu'il n'y avait pas dans l'idée du gouvernement comme de bons élèves stratégiques l'idée qu'il valait mieux terminer au sud avant de se tourner vers le nord? Est-ce que ça va être comme ça d'après vous personne ne peut prévoir, mais il est probable qu'on ait à avoir tenir deux fronts en même temps. Un front sur lequel on travaillera moins vite, qui est le front du sud, et un front dans lequel il va falloir donner beaucoup, qui est le front du nord, parce que le Hezbollah est mieux équipé que le Hamas. Il a beaucoup d'expérience, puisqu'il a combattu en Syrie, et il a beaucoup d'expérience, mais enfin, on a une armée, et elle est prête à se battre. Un des points très positifs qu'on a vus, c'est au moins les unités au front sont unies. Des gens de droite avec des gens de gauche, des religieux avec des non-religieux, et tout ce qui secoue la société israélienne à l'intérieur ne se produit pas au niveau des soldats. On a même vu des lettres d'officiers intermédiaires, d'officiers de division et autres, d'une centaine d'entre eux, un peu plus, qui sont adressés non pas en signe de protestation, mais qui ont demandé au chef d'état-major, ont fait part de leur volonté de continuer les combats et de ne pas... Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un choc. C'est un choc, surtout pour le sionisme classique, qui disait on n'arrive pas à être en sécurité chez les goïms, on va revenir, on va faire notre État dans lequel on sera en sécurité, on n'aura pas de Shoah. Et on n'aura pas de pogrom. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec un pogrom terrible, avec plus de 1000 morts en une journée. C'est terrible, terrible. Oui. Et donc, il y a ce ressort à refonctionner. Et malheureusement, l'ennemi nous a réveillés, un peu comme toujours. Oui, et donc, en fait, on est dans une période un petit peu charnière où tout est assez volatile. Est-ce que Tsahal va pouvoir compléter son travail et notamment couper la tête de certains dirigeants du Hamas, la tête de la pieuvre, comme on dit, et est-ce que cela pourra aller de pair ou non avec une opération au sud? Je crois que, comme on dit en hébreu, Ayamim Yagidul, et on verra bien, comment on pourrait traduire ça en français? Qui vivra, verra. Et donc, qui verra, vivra. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Ephraim d'être venu au Studio Qualita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir prêté attention et à bientôt.